Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Voici l'essentiel de l'actualité de ce jour. Des représentants de l'UNESCO, de la BOAD ont été reçus par le président Alassane Ouattara. Plusieurs sujets à l'ordre du jour, notamment la remise du prix Félix Houphouët-Boigny de l'UNESCO pour la recherche de la paix, le développement de la zone UEMOA et les performances de la Côte d'Ivoire. Yamoussoukro, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, attirera l'attention du monde entier. Demain, Angela Merkel, il recevra le prestigieux prix Félix Houphouët-Boigny de l'UNESCO pour la recherche de la paix. Et puis la grève des boulangers n'est plus d'actualité. L'arrêt de travail initié pour interpeller le gouvernement sur la hausse continue du prix du sac de farine a été interrompu suite à une rencontre avec le chef du gouvernement. Les détails dans quelques instants. La directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, le président de la Banque ouest-africaine de développement, Serge Ekwe, et l'ancien président du Nigeria, Obasanjo, étaient au palais présidentiel aujourd'hui pour une audience avec le président Alassane Ouattara. Les échanges ont porté sur la remise du prix Félix Houphouët-Boigny de l'UNESCO pour la recherche de la paix, le développement de la zone UEMOA et les performances économiques de la Côte d'Ivoire. Le reportage de Pierre Dipomela. C'est demain, mercredi, à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, que le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix va être remis à Angela Merkel pour ses actions en faveur des migrants. À la veille de l'événement, Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO, est venue s'entretenir avec le président Ouattara, qui est chargé de remettre le prix à la lauréate. C'est un prix que nous célébrons un moment particulier, qui est celui du 30e anniversaire du décès du président Houphouët-Boigny, en compagnie de nombreux chefs d'État qui sont là à l'invitation du président Ouattara. Et ça arrive à un moment où nous avons, je crois, plus que jamais besoin de construire la paix, qu'il s'agisse de la sous-région ou du monde. Dans l'agenda des audiences, Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, à la tête d'une délégation de Ben Trust Foundation spécialisée dans la promotion de la paix et de la sécurité. Nous savons que sans la paix et la sécurité, aucun développement n'est possible. Et nous sommes venus voir son Excellence le président Alassane Ouattara qui, grâce à son leadership, a permis à la Côte d'Ivoire d'enregistrer une croissance impressionnante, surtout dans la période de la Covid-19. Nous sommes donc venus nous inspirer auprès de son Excellence Alassane Ouattara dans le sens d'aider. Il est là, il nous appuie, il nous soutient et nous voulons lui être reconnaissants. Le chef de l'État a enfin échangé avec le président de la Banque ouest-africaine de développement, Serge Ekwe, sur l'ensemble des dossiers de développement de la zone UEMOA. Toujours important de présenter nos activités au chef de l'État, de lui rendre compte de nos actions et de recueillir ses orientations. Nous avons également mentionné l'anniversaire de la banque, les 50 ans de la banque. La banque va fêter cette année son jubilé et il est toujours important pour nous de recueillir les orientations des plus hautes autorités de la République de Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara est attendu demain à Yamoussoukro, ville natale du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, pour l'attribution du prix UNESCO qui porte son nom. Et justement, tous les regards seront tournés vers la Côte d'Ivoire demain, plus précisément vers Yamoussoukro, la capitale économique, qui accueille la remise du prix Félix Houphouët-Boigny de l'UNESCO pour la recherche de la paix. Angela Merkel, l'ancienne chancelière allemande, lauréate de cette édition 2022, va recevoir son prix en présence du président de la République, Alassane Ouattara, qui aura à ses côtés ses prédécesseurs Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Ce prix comprend 122 000 €, une médaille d'or et un diplôme. Les explications de Salif Yalikoui. Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, capitale mondiale de la paix, ce mercredi. La fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de cette cité va abriter la cérémonie officielle de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix sous l'égide de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La deuxième du genre dans la ville natale de celui dont le prix porte le nom, le tout premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, apôtre de la paix. Pour cette édition 2022, le jury de ce prestigieux prix a porté son choix sur l'ancienne chancelière fédérale d'Allemagne, Angela Merkel,
en reconnaissance de son action pour l'accueil des réfugiés. L'ensemble du jury a été touché par sa décision courageuse, prise en 2015, d'accueillir plus d'1,2 million de réfugiés, venus notamment de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan et d'Érythrée. C'est une leçon qu'elle laisse à l'histoire. Angela Merkel recevra son prix des mains d'Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, et du président ivoirien Alassane Ouattara. Pour cet événement inédit, Alassane Ouattara aura à ses côtés ses prédécesseurs Aimé Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Sont annoncés également à cette cérémonie plusieurs autres chefs d'État, notamment le Sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, Oumarou Sissoco Embalo de la Guinée-Bissau, Nana Addo Akufo-Addo du Ghana, George Weah du Libéria. Créé en 1989, ce prix honore chaque année des personnes, institutions ou organismes privés ou publics ayant contribué de manière significative à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix, conformément à la Charte des Nations Unies et à l'acte constitutif de l'UNESCO. Attribué chaque année, le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix comprend un chèque de 122 000 €, soit plus de 79 millions de francs CFA, à répartir au besoin entre les récipiendaires, une médaille d'or et un diplôme. Les anciens présidents sud-africains Nelson Mandela et Frédéric Willem de Klerk, Abdoulaye Wade du Sénégal, l'ancien président français François Hollande, le maire de Lampedusa en Italie, Giussi Nicolini, SOS Méditerranée, Association européenne de sauvetage en mer, figurent sur le tableau des lauréats. Et ce sera demain à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Vous l'avez certainement constaté, la grève des boulangers est interrompue. Le pain signe son retour dans les ménages. Au terme d'une rencontre avec le chef du gouvernement, les acteurs de la boulangerie qui avaient lancé une grève de 48 heures pour protester contre l'augmentation du prix du sac de la farine ont décidé de reprendre le travail. On fait le point avec Salif Yalekoui. Après la fermeture ce 6 février de nombreuses boulangeries, en raison d'une protestation contre l'augmentation du prix de la farine et de nombreux intrants, les acteurs de la filière ont revu leur décision de poursuivre la grève. Cela à la suite d'une rencontre entre d'une part des membres du gouvernement, avec à leur tête le Premier ministre Patrick Achi, et d'autre part les membres de 3 grandes fêtières du secteur. À la suite donc d'une rencontre avec Monsieur le Premier ministre qui a bien voulu nous recevoir ce jour, nous avons obtenu son engagement à s'impliquer personnellement dans la résolution de nos problèmes. Nous décidons donc conséquemment de la suspension de notre mot d'ordre d'arrêt de travail pour 48 heures afin de permettre la poursuite des discussions. Je tiens à dire merci au Premier ministre pour s'être impliqué personnellement dans la résolution des problèmes concernant le secteur de la boulangerie. Et nous demandons à tous les boulangers de Côte d'Ivoire de vaquer à leurs occupations, de travailler, d'ouvrir les boulangeries. Et nous disons que le gouvernement reste à l'écoute de nos préoccupations qui seront prises en compte. Les problèmes qui sont les nôtres ont été posés à la bonne adresse et dans les jours à venir, chaque boulanger verra l'impact des décisions qui seront prises au niveau de son vécu quotidien. Nous remercions tous les boulangers qui ont compris le message que nous leur avons porté et qui continuent à travailler afin d'assurer le pain quotidien aux Ivoiriens. Pour rappel, l'échéance de certaines mesures prises en mars 2022, telles que la subvention mensuelle de 6,6 milliards de francs CFA apportée au secteur et l'exonération des droits de douane sur l'importation du blé, ont entraîné une hausse du coût du sac de farine, qui a débouché le week-end dernier sur l'annonce de cette grève. Le gouvernement, qui a déjà validé un fonds de 2 milliards de francs CFA en début d'année en faveur des boulangers, entend poursuivre la réflexion avec les acteurs du secteur pour définir des solutions viables tout en assainissant la chaîne des valeurs. Et puis cette polémique à Sikansi, dans la région de l'Agnébi-Tiassa, la fermeture par la mairie d'un lieu de loisirs dénommé la Maison Blanche, défraie la chronique sur les réseaux sociaux. De quoi s'agit-il? Pourquoi cette décision du maire de fermer ce lieu, réputé être le nid du commerce sexuel, fait grincer les dents et divise? La réponse dans ce sujet de nos envoyés spéciaux à Sikansi, Thiemé Dondje et Joseph Zikré. Sikansi, capitale du pays Abidji. Au centre-ville, cet établissement de loisirs et de plaisir au centre de la polémique. La raison,
sa fermeture depuis le 1er février dernier par les services municipaux. Sur les lieux, le premier magistrat de la ville, signataire de l'arrêté pris à cet effet. C'est un espace combiné de maquis-bar et de restaurants, mais à l'arrière, c'est des maisons closes. Et cet espace porte à l'atteinte aux bonnes mœurs de la commune de Sikensi. Sur les réseaux sociaux, la polémique enfle avec des opposants qui désapprouvent la mesure. À ses bureaux, le maire revient sur la portée de son arrêté qui a fait l'objet d'une mise en demeure. C'est vraiment une exploitation touristique de sexe. Quand je parle d'exploitation touristique, ça veut dire que c'est des filles qui viennent d'ailleurs. Non seulement ces filles-là sont venues d'ailleurs, mais au fur et à mesure, ça a commencé à grossir en atteignant d'autres cibles, qui sont nos propres enfants, et pire encore des élèves. Cette année déjà, on a 17 cas de grossesse au lycée de Sikensi. Voilà un peu ce qui m'a poussé à avoir le quitus du conseil municipal pour pouvoir fermer cette maison anti-griffe qu'on appelle maison blanche, mais quand vous regardez, il n'y a rien de blanc. Dans la localité, des administrés, eux, adhèrent, exhortant le maire à ne pas faire marche arrière. En fonction de ce qui se passe là-bas, et puis ce que les gens disent de là-bas, nous les mères même qui avons nos enfants qui partent à l'école, on a un peu peur. Donc aujourd'hui, j'ai appris que c'est fermé, c'est une très grande joie pour moi. Je pense que ce serait définitif. Si ça ferme définitivement, c'est bon. Il y a la délinquance qui sera amoindrie. Moi, j'appelle ça des coins de perversion. Voilà, donc c'est bienvenu. Je ne sais pas pourquoi les autorités acceptent ce genre de choses, mais je pense qu'au-delà de Sikensi, que cela s'étend donc sur d'autres communes, même à Abidjan. D'autres riverains, eux, réservés et mécontents, se font entendre. Je suis une mère, je peux dessus qu'on est pas content parce que côté commerce aussi, ça a bousculé un peu. Vraiment dit, ça nous arrange même pas petit même. Parce que les gens sont mariés, les gens qui sont mariés là, ils sont mariés, ils sont là-bas, la famille, nous, maintenant, nous les célibataires, comment? Quand c'est quoi, ça ne peut pas aller, monsieur. Conscient que la mesure ne fait pas que des heureux, le maire interpelle. Je lance un appel vraiment aux parents. Il faut qu'ils aident les enfants parce que c'est eux qui feront la Côte d'Ivoire de demain. Quant aux proxénètes, il y a mieux à faire que ça, que d'amener les enfants, à exploiter les enfants à travers le corps. Et ça, c'est puni par la loi. Notons que la Maison Blanche, jusqu'à sa fermeture, était le lieu de loisirs le plus prisé de la commune. Ses occupants qui lui donnaient cette notoriété ont été interpellés par la brigade des mœurs de la police nationale. En leur sein, des victimes de traite remises aux autorités diplomatiques de leur pays d'origine. Inquiétude également du côté de Cocody-Angré, plus précisément au quartier Sotra. Depuis quelques jours, les populations du quartier sont exposées à la fumée et autres particules que dégagent les restes d'un incendie. Le feu est parti d'un dépôt d'ordures, mettant en danger la vie des riverains. Nikema Moussa, Tanguy Konan. Cocody-Angré, quartier Sotra. Depuis plusieurs jours, les habitants de ce quartier vivent avec la fumée et les cendres dégagées par les restes d'un incendie survenu le samedi 25 janvier sur un site de décharge d'ordures. Aux environs de 16 heures, un individu malveillant est allé mettre du feu. Et ce tamas de tonnes déversé depuis plus de 6 mois a été embrasé par un feu. Je veux dire même que c'est un cas de volcan artificiel que nous visons présentement. 4 troupes de sapeurs-pompiers qui se sont suicidés sans suite. Lorsqu'ils viennent, ils arrivent à circonscrire les flammes. Mais lorsqu'ils partent, ces flammes-là encore s'activent à nouveau. Et ce que nous vivons présentement, c'est la montée de la fumée qui infeste toutes les pièces de nos maisons. Alors nous n'arrivons plus à respirer. Vraiment c'était tendu, la fumée était trop, on ne pouvait pas tenir dans les différentes classes. Donc on a dû libérer les enfants pendant 3 jours. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des enfants qui sont malades, qui ne sont pas venus au cours. Et nous aussi, nous qui sommes enseignants, nous sommes vraiment affectés par la fumée. Monsieur Kouakou, habitant à quelques mètres de là où s'est déclenché l'incendie, revient sur les faits. Il faut dire que tout le monde a fui dans les premiers moments. On fuit parce que personne ne pouvait rester ici. Dieu merci, les frères, le président des jeunes, avec tous les jeunes du quartier, ont essayé d'éteindre le feu. Il faut dire qu'on ne pouvait rien faire. Même l'arrivée des pompiers ne pouvait rien faire du tout. Il faut dire que toute la nuit, on ne pouvait pas dormir avec la fumée. Donc ça a continué jusqu'au lendemain, dimanche. Dimanche, il y a une forte pluie qui s'est abattue encore ici, mais ça ne pouvait rien faire. Il y a les flammes et les braises
qui se lèvent, qui remplissent nos maisons. Il faut à chaque moment balayer. On étouffe. Comme Kwaku, ce sont tous les habitants de ce quartier qui subissent les conséquences de cette fumée, ces cendres, qui polluent l'environnement et menacent leur santé. J'ai 3 enfants. Mes 3 enfants sont asthmatiques, plus moi-même. À partir de 22h, 23h, les enfants commencent à piquer des crises. Avant de commencer ça, ils n'ont même pas pris la peine de nous demander si on veut ou pas. Ils sont venus commencer comme ça. Ça fait au moins 5 à 6 mois. Nous souffrons ici avec les moustiques. Nous sommes fatigués, franchement. Nous sommes des humains aussi. Ça nous étouffe. Actuellement, là, on est étouffé. Actuellement, où je suis là-même, je ne me sens pas bien parce que depuis un bon moment, je suis malade. Et ça, là, est venu encore empirer la situation. Tu sens aussi le brasier, là. Depuis l'incendie, les jeunes du quartier font la veille tous les soirs pour prévenir d'éventuels incidents et apporter leur soutien aux différentes familles directement touchées. Interpeller d'abord le commissaire du 40e pour qu'il envoie aussi les éléments pour d'abord venir sécuriser la population. Et deuxième point, on est venu aussi trouver les sapeurs-pompiers qui sont venus, première position, pour venir essayer d'éteindre le feu. Selon les informations recueillies, la dite société exploite le ravin comme décharge de déchets depuis le mois de juillet 2022. Et ce sont ces déchets qui se sont enflammés le samedi 25 janvier, au grand désarroi des populations. C'est un nuage toxique de fumée, accompagné de cendres et quelques braises qui planent sur chaque habitant. Parlons maintenant du projet de dépollution des baies et des lagunes. Dans le cadre de ce projet, le ministre en charge de l'Environnement, Jean-Luc Assis, a visité les chantiers de la baie d'Anoumambo, une visite qui a permis de voir l'évolution des travaux et qui a été suivie par nos reporters Nikema Moussa et Tanguy Konan. Le canal d'Anoumambo, voie d'évacuation des eaux pluviales des communes de Koumassi et Marcory vers la lagune Ébrié, s'est transformé avec le temps en dépotoir d'ordures, dégagement de mauvaises odeurs et menace la santé des riverains. Pour résoudre cette situation, une opération d'assainissement du canal a été entreprise sous la supervision du ministre de l'Environnement et du Développement durable. La solution, c'est de faire en sorte que le canal soit restauré. Et donc, nous sommes venus regarder comment on peut trouver donc des solutions idoines donc, pour pouvoir régler définitivement ce problème. Il va falloir donc sécuriser la zone. Et dans la sécurisation de la zone, il y a un certain nombre d'infrastructures, des aménagements, des systèmes d'assainissement qui vont être mis en place. Première étape de la visite, le pont d'Anoumambo. Sur le terrain, des équipes travaillent à extraire de l'eau, les ordures qui s'étendent à perte de vue. Deuxième étape, le pont de sans-fil reliant la commune de Marcory à celle de Koumassi. Même constat, les ordures couvrent toute la baie et embaument l'air. Enfin, la troisième étape, Koumassi à Klomiabla. Tout comme les sites précédents, le canal a presque disparu sous les tas d'ordures. Des images qui présentent l'ampleur de la situation. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que ce canal est complètement bouché. Et là, vous voyez, nous sommes sur le site de Koumassi. Et vous voyez qu'en arrière-plan, il n'y a plus d'ouvrage, le canal qui débouche directement sur la lagune. Toutes les eaux usées qui viennent ne circulent plus, elles sont stagnantes. Le canal n'est plus maintenant un réservoir de drainage des eaux usées, c'est devenu un réservoir de stagnation des eaux usées. Et il faut aller vraiment au-delà, rouvrir le canal, lui redonner sa dimension initiale pour sauver ces communes-là comme toute forme d'inondation. Ce projet, selon la chefferie, est le bienvenu et permettra aux populations de vivre dans un environnement plus sain. On attend à ce que l'ouverture soit faite. Parce que, bon, le ministre, sincèrement, dès maintenant qu'il est venu ce matin-là, le village, sincèrement, le village est venu. Parce que compte tenu du remblage du canal, c'est bouché, donc les odeurs remontent. Long de 5 km, avec une largeur initiale estimée à 100 mètres, le canal d'Anoumambo a été construit dans la période entre 1978 et 1984 en réponse aux nombreux problèmes liés aux inondations provoquées par les fortes pluies. Aujourd'hui, ce canal est bouché par les déchets et l'ensablement progressif et aussi par les constructions anarchiques des différentes populations environnantes. Rendons-nous maintenant au Libéria où George Weah a été investi par ses militants pour l'élection présidentielle de 2023.
Le président du Libéria, George Weah, candidat à sa réélection pour la présidentielle d'octobre, a reçu l'investiture de son parti, le Congress for Democratic Change, CDC, samedi devant ses partisans dans la capitale Monrovia. À 56 ans, l'ancienne gloire du football a promis un second mandat riche d'opportunités, un mandat pour la transformation, un mandat pour le développement, mais aussi pour la consolidation des acquis. Seul ballon d'or africain à ce jour, reconverti en politique après la fin de sa carrière sportive, a été élu au second tour de la présidentielle en décembre 2017 et a pris ses fonctions en janvier de l'année 2018. Sa victoire a suscité d'immenses espoirs dans un pays ravagé par des guerres civiles qui ont fait 250 000 morts de 1989 à 2003 et meurtri au sortir d'une période 2014-2016 marquée par une épidémie de fièvre Ebola qui a tué plus de 4800 Libériens. Le pays d'environ 5 millions d'habitants se remettait à grand-peine quand il a été éprouvé par la pandémie de Covid-19, puis par les conséquences de la guerre en Ukraine. L'ancienne star du foot, du Milan AC et du PSG a accédé à la présidence en promettant de créer des emplois et d'investir dans l'éducation. De nombreux pauvres adulaient l'ancien gamin des bidonvilles, devenu vedette planétaire, puis chef d'État. Ses détracteurs reprochent à l'ancien sociétaire de l'AC Milan et du PSG de n'avoir tenu que très peu de ses promesses. Il l'accuse d'être déconnecté des réalités de ses concitoyens qui se débattent entre hausse des prix et pénurie de produits comme le carburant et de services de première nécessité dans l'un des pays les moins développés au monde. Et c'est au Libéria que prend fin ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, de vos rêves et de vos proches. À demain.